mesdames et messieurs, madame la vice-rectrice, voir, malheureusement, c'est pour la dernière fois pour cette session. Une fois qu'on commence à s'amuser, chaque fois j'ai l'impression que c'est comme le ski de printemps, là que c'est le plus amusant, on arrête, on prend un bon rythme, puis ça finit déjà. Pour finir la saison 2003-2004, je tiens à remercier, bien sûr, nos partenaires, l'Université Laval, l'Allier, plusieurs facultés ici même à l'Université Laval, le Bureau des affaires socioculturelles. Je tiens aussi à remercier M. de Coninck qui fait un excellent travail dès le début, malgré toutes les tâches qu'il a à faire dans son enseignement, ses éditeurs qui lui courent après tout le temps. Eh bien, il prend le temps, une soirée à peu près par 3-4 semaines pour venir animer un débat. Donc merci M. de Coninck. Ce soir, nous allons débattre d'un sujet fort intéressant et qui soulève des questions fort nouvelles. Ça soulève la question de la technologie que l'homme maîtrise. Il maîtrise d'un point de vue, je dirais, académique ou d'un point de vue application, mais dont les conséquences lui échappent. Je parle de la génétique et des conséquences qu'elle peut avoir, tant positives que négatives. La génétique est un domaine qui recèle d'espoir pour la société d'un point de vue thérapeutique, mais qui peut aussi soulever des problématiques, des questions. Et pour débattre à la fois des avantages et des inconvénients de cette technologie-là, de la génétique, de cette médecine, nouvelle science en fait, nous avons 4 conférenciers. Donc je vais commencer par la personne qui est à votre gauche, Madame Marie-Hélène Parizeau, professeure titulaire ici à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Je la présente, vous avez sa biographie dans le petit dépliant, donc je ne dis pas plus, vous pouvez le lire. À côté de Madame Parizeau, c'est Monsieur Marcel Melançon. Comme Madame Parizeau, c'est à la fois un biologiste, un généticien et un philosophe. Donc ils ont un pied dans chaque domaine. Il enseigne à l'Université du Québec à Chicoutimi. Monsieur de Coninck est dans le milieu, il est professeur ici à la faculté de philosophie. Monsieur Étienne Balibar est professeur de philosophie à l'Université de Paris 10. Donc il vient de loin. Mais grâce à vous, puis grâce à ça, sa parole, elle ne va pas partir avec lui. Et ici, à votre droite, Monsieur Sohail Cache, professeur ici à l'Université Laval en philosophie aussi. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférenciers. Pour vous rappeler brièvement la formule, chaque conférencière va parler une dizaine de minutes. Ensuite, ils ont un retour entre eux. Ils ont droit à 1 minute chacun pour poser une question à l'autre conférencière ou faire un commentaire. Ensuite, c'est place à vous, place au public. Je vous souhaite un très bon débat et puis au plaisir de vous voir tout à l'heure pour le tirage. Pour le tirage des livres, avant que j'oublie, inscrivez votre nom sur un papier, on va le mettre dans la boîte en avant, puis on fera un tirage à la fin pour les livres et pour tout ça. Merci. Oui, je vais donner d'abord la parole donc à Marie-Hélène Parizeau, qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en bioéthique et éthique environnementale. Merci. Alors écoutez, je vais essayer de, faire le lien entre la question de ce panel, le lien entre la discrimination génétique et la discrimination sociale, ou les discriminations sociales. Il est évident qu'avec le développement de la génétique et beaucoup d'avancées technologiques, on voit se mettre en œuvre des liens de plus en plus étroits, surtout dans le domaine de la recherche, entre l'utilisation de catégories sociales et la génétique. Ça va être donc le propos très rapide de ce que je vais essayer de développer. Alors, ce qui est évident, c'est qu'il y a toutes sortes de technologies autour de la génétique qui se sont développées depuis à peu près 20-25 ans. On peut parler du diagnostic prénatal, du diagnostic préimplantatoire, des techniques autour de la FIVET. On peut également parler des tests de prédisposition à des maladies génétiques. Donc on a développé toutes sortes de technologies qui s'appliquent de façon assez variée, si vous voulez, de façon concrète. Et il y a de nouvelles technologies qui sont en train d'être expérimentées. On pense à la thérapie génique,
qui permet à ce moment-là la transformation du patrimoine génétique d'une personne, généralement à des fins thérapeutiques. Donc, du côté des chercheurs, il y a, depuis le décryptage du génome humain, il y a maintenant 2 ou 3 ans, si je ne m'abuse, des possibilités à la fois thérapeutiques extrêmement intéressantes, aussi des connaissances que l'on peut tirer sur l'histoire des groupes humains, sur justement comment s'est formée finalement notre humanité à travers le temps. Donc, beaucoup de recherches qui se font dans toutes sortes de domaines, les médicaments, les avancées thérapeutiques, la recherche plus fondamentale sur les populations humaines, et des pratiques qui sont déjà à l'œuvre, comme je l'ai dit, diagnostic prénatal, et tout ce qui est autour de la fécondation in vitro. Il est évident que ce domaine-là est en train, comme on le sait, de se développer à toute vitesse. Et le problème, si vous voulez, auquel on fait face, c'est un manque de normes, de réglementation. C'est-à-dire qu'on avance en même temps que les avancées technologiques se font en matière de génétique. On essaie d'adapter en quelque sorte les normes, les critères. Et en fait, on a l'impression des fois que l'éthique court après la science, en quelque sorte. Ça, c'est pour le panorama, si vous voulez, des avancées technologiques. Ensuite, il faut regarder un peu l'évolution du climat international, de la conjoncture internationale. Pourquoi? Parce que les questions de discrimination sociale, cette fois-ci, font l'objet depuis des années de toutes sortes d'études. On a essayé de comprendre ce qu'était le racisme, on a toujours en tête, si vous voulez, le spectre de l'eugénisme, c'est-à-dire l'amélioration de l'espèce humaine, qui a eu ses avatars avec le nazisme, mais qui est un mouvement extrêmement important au XIXe siècle et au début du XXe siècle, puisque ça a mené à des politiques eugénistes aux États-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves. On a eu des lois eugénistes de stérilisation de ceux qu'on qualifiait finalement d'inférieurs ou qu'on considérait qu'il fallait qu'ils n'étaient pas aptes à se reproduire ou qu'effectivement, il y avait un problème, si vous voulez, de qualité, entre guillemets, de la race humaine. C'était tout un discours à la fois raciste et à la fois un discours discriminatoire envers des groupes d'individus, des races, etc. Donc il y a tout un fond historique qui est lié à l'histoire du développement de la génétique. Et actuellement, il est évident que dans la conjoncture qui est la nôtre, il y a un nouveau discours idéologique, et c'est ce sur quoi je vais essayer de développer un petit peu rapidement, qui est ce qu'on appelle un nouveau mot pour traduire ce qui s'en vient, en fait, ou le mouvement dans lequel possiblement la génétique pourrait aller de l'avant. C'est ce qu'on appelle l'eugénisme libéral, en opposition à l'eugénisme classique. Cet eugénisme libéral, contrairement à l'eugénisme classique, n'utiliserait pas l'État comme moyen de coercition. Et surtout, il s'intéresse non pas à l'espèce humaine, mais à l'individu. C'est-à-dire que le projet d'amélioration du patrimoine génétique ne touche pas l'espèce, mais l'individu. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on encouragerait d'une certaine façon les découvertes en génétique pour l'amélioration individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on regarde les différents rapports américains, dont le dernier de la President Commission aux États-Unis, qui s'appelle Beyond Therapy, eh bien, on dit dans le fond, il y a une espèce de rêve de tous des humains d'améliorer leur descendance, d'être plus efficaces, productifs, etc., d'avoir un plus beau corps, de ne pas vieillir. Donc il y a toutes sortes de fantasmes, d'idées de bonheur qui sont véhiculés à travers cette notion d'eugénisme libéral et qui dit que quand même, dans le fond, il n'y a plus à appliquer le critère du thérapeutique dans le domaine de la génétique et qu'on peut tout simplement utiliser le critère du marché économique, c'est-à-dire que les gens auront à, en quelque sorte, choisir éventuellement les critères amélioratifs pour eux-mêmes. C'est le nouveau credo, là, qu'on peut dire, qui est en train de se développer autour
des possibilités de la génétique. Alors, comme raison, là-dedans, il y a beaucoup d'idées un peu farfelues. Il est évident qu'on ne trouvera jamais le gène de l'intelligence ou le gène de la musique, par exemple. C'est assez absurde. Mais il y a tout un mouvement où on se dit, dans le fond, on a la possibilité de changer le patrimoine humain. Quelles sont les pistes dans lesquelles on va aller, qu'on va développer, quels sont les changements, en quelque sorte, de l'espèce humaine vers lequel on veut aller. Alors, c'est évident qu'il y a tout un mouvement qui dit attention, tout ça c'est un peu fantasmagorique. Revenons aux critères du thérapeutique, c'est la position généralement des Européens qui disent dans le fond les améliorations génétiques, commençons par s'occuper surtout des maladies génétiques, de ceux qui vraiment souffrent de maladies génétiques et essayons de les corriger. Ça c'est, je dirais, la position qui dit dans le fond il faut limiter les modifications du génome humain, donc des individus, aux critères thérapeutiques, restons dans le cadre médical et arrêtons les fantasmes sur d'autres transformations de l'humain. Et là, vous me voyez venir, toute l'idée du surhomme, etc. Enfin, on retombe dans des vieilles idées d'amélioration de l'espèce, comme dans l'eugénisme libéral. Donc, cette nouvelle idéologie qui est en train de se construire oppose le critère du thérapeutique aux critères d'amélioration à l'intérieur d'un marché qui serait en fait un marché dans les démocraties libérales, d'où l'expression eugénisme libéral. Voilà. Donc, le problème qu'on voit concrètement apparaître actuellement se situe au niveau des banques d'ADN populationnelles. C'est-à-dire que dans la recherche en génétique, on voit poindre depuis à peu près une dizaine d'années beaucoup de recherches sur justement les maladies génétiques. Mais pour travailler sur les maladies génétiques, il faut avoir accès à des échantillons sanguins, à des échantillons de personnes différentes, donc de constituer ce qu'on appelle des banques d'ADN populationnelles. On va échantillonner une partie d'un groupe ou d'une population. Ces banques d'ADN sont un outil formidable pour les chercheurs et il y a différents projets qui, vous avez sans doute entendu parler du cas islandais des banques d'ADN qui ont été en fait, la banque a été mise en place sur l'ensemble de la population islandaise et a été en fait vendue à une compagnie pharmaceutique pour qu'elle développe un certain nombre d'axes de recherche sur certaines maladies. Alors, il y a eu le cas islandais, il y a eu d'autres banques populationnelles qui sont en train de se monter, comme en Angleterre, ce qu'on appelle le UK Biobank. Et plus près de nous, nous avons un projet québécois qui s'appelle Carthagène, qui a effectivement un objectif de monter une banque de population de 10% de la population québécoise. Donc, on est au cœur, au Québec, de cette problématique des banques d'ADN. A priori, ça ne pose pas vraiment de problème sur des problèmes traditionnels de bioéthique, c'est-à-dire la confidentialité, le consentement, les choses usuelles qu'on a l'habitude finalement de réglementer. Bon, ici, comme de raison, on a affaire à des grosses populations, à des gros budgets, donc il faut avoir une réglementation plus stricte. Mais dans le cas de la banque Carthagène, c'est un projet public, donc il y a une certaine transparence sur les procédures, et on s'aperçoit qu'il y a peut-être d'autres problèmes. Les autres problèmes, en fait, je vais prendre l'exemple d'un autre type de banque qu'on appelle la banque HapMap, qui est une banque d'ADN, mais à partir de laquelle on fait des haplotypes, en fait, donc des séquences où on essaie de voir les variations, cette fois-ci, pas seulement au niveau des individus, mais au niveau des différences de population. Donc, dans le cas de la banque HapMap, qui est un projet américain, on touche 4 pays, la Chine, le Japon, l'Afrique à partir du Nigeria, et on utilise une banque d'ADN qui est celle des Mormons dans l'État du Utah, qui a été déjà constituée dans les années 80. Et là, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que très nettement, on a d'emblée mis le lien entre, si vous voulez, les données, il n'y a aucune donnée nominative, donc on ne peut pas identifier les personnes, mais par contre, on peut identifier les ethnies. Parce que quand on voit ce qui se passe, par exemple, au Nigeria,
dans le formulaire de consentement, on demande que la personne soit de l'ethnie Yoruba. Quand on est en Chine, on demande que la personne soit de l'ethnie Han. Quand on est au Japon, on demande qu'il soit génétiquement japonais. Alors ici, vous voyez, on est vraiment au carrefour entre le lien entre la génétique et le social, entre les constructions héritées de l'histoire, de la culture, des formes de discrimination sociale, et puis un outil génétique qui pourrait apporter beaucoup d'éléments positifs, mais qui pourrait potentiellement être aussi discriminant ou créer de nouvelles discriminations sociales par rapport à des ethnies, à des groupes, à des nations, et éventuellement, et là dans le projet AppMap c'est assez clair, que ça peut être utilisé pour renforcer, si vous voulez, certaines catégories comme les catégories de race. Alors je voudrais revenir juste sur la finalité, si vous voulez, le problème quand on commence à lier la génétique avec les ethnies ou les groupes nationaux, c'est qu'on a actuellement des compagnies qui veulent justement se lancer dans des ethnic drugs, c'est-à-dire des médicaments pour les ethnies. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On est en train de, si vous voulez, sur le plan à la fois de la recherche et à la fois des constructions sociales, de jouer sur des catégories sociales sur lesquelles on lutte. Au Québec, on a eu la semaine dernière la semaine contre le racisme, et là, on s'aperçoit que ça revient comme par la fenêtre, en quelque sorte, et que ces constructions sociales commencent à se lier à la recherche en génétique, et on craint, à mon point de vue à juste titre, de nouvelles formes de discrimination qui toucheraient les groupes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, je vais prendre un exemple. Mon collègue Marcel Melançon pourra peut-être en parler davantage tout à l'heure. Bon, prenons le cas du Québec. Déjà, quand on parle de recherche génétique, tout le monde pense Lac-Saint-Jean. Comme si le Lac-Saint-Jean avait plus de maladies génétiques que le reste de la province, ce qui est totalement faux. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'associer en quelque sorte un schéma discriminatoire entre une population et des maladies génétiques. Alors, imaginez quand on parle de race, quand on parle d'ethnie, on vient jouer dans toute l'histoire, des fois les origines, l'histoire originelle ou la façon dont les gens ont construit leur histoire particulière. Et ici, je trouve qu'il y a des risques de nouvelles formes de discrimination sociale à partir d'outils de génétique, d'outils de recherche en génétique, en particulier au niveau des banques d'ADN. Pour vous donner un autre exemple, pour vous montrer que cette question des races commence à être très importante, en tout cas une préoccupation même en dehors de la génétique, la Food and Drug Administration, il y a très peu de temps, il y a 1 an, vient de faire une espèce de consultation, est en train de faire une consultation auprès des gens qui sont directement concernés pour obliger les chercheurs qui travaillent aux États-Unis ou les compagnies pharmaceutiques qui font des essais cliniques en dehors des États-Unis, d'utiliser pour catégoriser les sujets de recherche, on les obligerait à identifier les catégories de race et d'ethnie des échantillons de gens participant à des recherches. Et là, la Food and Drug Administration donne la liste, en fait, qui a été utilisée dans les années 77, qui a été construite dans les années 77 pour faire la positive action, pour rendre accessibles les études supérieures, c'est-à-dire l'université et les collèges, pour les populations, entre guillemets, et c'est embêtant, on est obligé d'utiliser ces catégories-là quand on en parle, pour les catégories non blanches, en quelque sorte, pourraient aider justement ceux qui sont sujets à de la discrimination sociale et raciale, d'avoir accès à l'éducation. Donc là, on a utilisé ces mêmes catégories-là et on les utilise en santé. Ces catégories-là sont les suivantes: les blancs, les noirs ce qu'on appelle les afro-américains, les asiatiques, les gens qui viennent, ce qu'on appelle c'est ça, les gens qui viennent des îles du Pacifique, donc les populations autochtones du Pacifique et les populations autochtones d'Amérique du Nord. Donc ici, on se retrouve, et ça c'est pour les catégories raciales. Et on a une catégorie ethnique qui sont les hispaniques.
Donc là, ici, ce qui est fascinant, c'est que à l'échelle des États-Unis, la FDA est en train d'imposer une norme internationale, puisque quand on sait que la recherche en pharmacologie est dominée par les États-Unis, en tout cas, c'est un partenaire extrêmement important, ils sont en train d'utiliser leur propre problème, si vous voulez, de discrimination sociale et l'importent directement dans le domaine de la médecine. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a des indices actuellement où on s'inquiète, en quelque sorte, du lien entre le développement de la recherche en génétique et certaines nouvelles formes de discrimination sociale qui viendraient, à ce moment-là, jouer et renforcer, en quelque sorte, des discriminations sociales antérieures qui sont construites historiquement et qu'on viendrait, en quelque sorte, essentialiser, c'est-à-dire leur donner une assise encore plus importante par le fait de les utiliser en sciences et en leur donnant quasiment une validité scientifique. Donc voilà pour le problème en général. C'est de ça, je dirais, quand on parle de discrimination génétique et discrimination sociale, quand on parle des nouveaux problèmes émergents, ça donne une idée de ce type de problème. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour un exposé très clair qui situe très très bien les questions. Je donne la parole à Marcel Mélenchon de l'Université de Chicoutimi. Merci à Mme Parizeau pour avoir donné le panorama général. Je vais rétrécir en quelque sorte le sujet et parler plutôt sous forme de questions, laissant les réponses à la discussion, réponses s'il y en a, sur le dépistage génétique et le génodiagnostic, c'est-à-dire le diagnostic du génome de quelqu'un, l'ensemble de son information qui va le définir comme être biologique, comme individu. Alors, il existe des outils de plus en plus performants pour détecter les porteurs de gènes qu'on risque de transmettre à la descendance qui vont causer des maladies d'ordre génétique ou héréditaire. Je laisse la question des macropopulations, le dépistage des macropopulations, Mme Parizeau en a parlé, pour m'en maintenir au dépistage dans les micropopulations, c'est-à-dire une province, par exemple, ou bien une région, comme elle a mentionné le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je voudrais qu'une chose soit bien claire en partant. Je suis favorable à ces dépistages génétiques quand ils sont bien faits. Je souligne quand ils sont bien faits, parce qu'ils font partie de la médecine préventive et peuvent enlever de la souffrance humaine. Cela étant dit, les dépistages génétiques ne vont pas s'en poser un certain nombre de questions que je vais mentionner. Et tout d'abord, d'où originent en quelque sorte les questions, les problèmes s'il y a, la discrimination éventuelle s'il y en a une. Ça réside dans la définition même d'un dépistage, c'est-à-dire l'identification dans une population donnée, réputée à risque, des porteurs ou porteuses de gènes susceptibles d'être transmis à la descendance. Alors, dès qu'on parle d'identification, sans nécessairement pointer du doigt, on indique certaines personnes, certaines régions ou certaines catégories de personnes. En second lieu, à la différence des maladies infectieuses, par exemple le sida, la maladie va décéder avec l'individu qui va mourir. Ça ne se transmet pas héréditairement. Tandis qu'une maladie héréditaire, elle, va se transmettre à la descendance. D'où, si vous avez, par exemple, dans une famille, un individu qui est atteint, immédiatement, quelqu'un qui se connaît le moindrement sait que toute la famille est à risque. Je prends un exemple, une maladie récessive, quelqu'un qui est malade de thyroïdinémie. Alors, tous les frères et sœurs sont à risque d'être au moins porteurs. Les deux parents sont automatiquement porteurs, puisque c'est une maladie récessive, et les oncles et les tantes, c'est-à-dire frères et sœurs des deux côtés, sont susceptibles d'être porteurs, et les cousins, cousines également sont susceptibles d'avoir des enfants atteints. En d'autres termes, à la différence d'autres maladies, une maladie héréditaire ramasse toute une grappe de bleuets, pour parler dans mon langage national,
à la différence d'autres maladies comme une appendicite qui ne touche qu'un individu. Donc ça, c'est déjà quelque chose. En d'autres termes, il y a des problèmes qui vont surgir, des dépistages génétiques qui ne surgissent pas du dépistage, par exemple, du HIV, parce que toute la famille est impliquée. Il y a des possibilités et des risques. J'en mentionne quelques-unes susceptibles au dépistage génétique. Tout d'abord, le risque de discrimination entre les régions porteuses de bons gènes et de mauvais gènes. Et à mon grand regret, c'est dommage que ma région ait été longtemps réputée comme étant porteuse de tares héréditaires plutôt qu'ailleurs. C'est peut-être parce qu'on a plus parlé, on a plus étudié, on a eu plus besoin de subventions. En d'autres termes, on a dit il y a énormément de bleuets dans la bleuetière, vite, il faut de l'argent pour aller les cueillir, donc pour la médecine. Excepté certaines maladies sélectives, il n'y a pas plus de maladies héréditaires ou génétiques plus qu'ailleurs au Québec. Donc, on a déjà une certaine discrimination régionale ici. Également, un autre problème que ça pose, les problèmes de vie privée et de confidentialité lors de dépistage. Étant donné que les noms des personnes vont se retrouver dans des registres ou dans des fichiers de population, parce qu'en général, un dépistage est associé à la généalogie familiale, ça vous pose tout de suite immédiatement une question, à savoir, est-ce que les autres consentent à ce que leur nom aille là, et éventuellement, à l'occasion de bris fortuits ou occasionnels ou accidentels de confidentialité, ils se retrouvent avec des difficultés pour l'emploi et l'assurance, par exemple. Donc, il y a une autre possibilité. Pour avoir été au contact avec des personnes ou des familles atteintes de maladies héréditaires, on sait très bien l'impact psychologique et émotionnel que cela a et on veut éradiquer la maladie. Ce qui est impossible d'ailleurs, mais au moins comme objectif, on ne veut pas que d'autres aient la même souffrance que soi-même on a eue. D'où une possibilité qui soit une espèce de pression intrafamiliale, soit la famille nucléaire, père, mère, frère, sœur, soit la famille élargie qu'est la parenté, pour que tout le monde subisse le test de dépistage. Autre question qui fait peut-être sourire quelques-uns, mais des découvertes fortuites, comme la non-paternité. On présume toujours que le mari est le père. Ce n'est pas le cas nécessairement quand les tests révèlent que les allèles ne sont pas semblables, les haplotypes sont différents. Également, autre possibilité, une discrimination pour l'emploi. Je fais brièvement une mise en situation. Seriez-vous intéressé à payer des études, à un étudiant brillant pour ensuite le remplacer sur votre conseil d'administration si vous savez qu'il va développer une maladie d'apparition tardive autour de la quarantaine? Deuxième chose, vous êtes assureur. Seriez-vous intéressé à assurer quelqu'un qui va vous coûter une fortune au plan des statistiques d'assurance? C'est une question. Il y a eu chez nous la fameuse affaire Odette, c'est d'ordre public, où un individu était porteur d'une maladie, et porteur du gène, mais n'était pas malade, et décédé dans un accident de camion. Et la compagnie d'assurance, la dame, la veuve, a voulu avoir bien sûr l'assurance vie. Elle a malheureusement donné accès au dossier médical, c'était marqué qu'il était porteur, il n'avait pas déclaré à l'assurance parce qu'il n'était pas malade, on a refusé l'assurance vie. Également, une discrimination aussi possible face au choix du conjoint. Nous savons tous qui sommes enfin je parle pour ceux qui sont de race blanche caucasienne ici, nous avons une chance sur 4 d'être porteurs du gène de la fibrose kystique. Mais ça se perd en quelque sorte dans la brume, et à moins d'avoir la malchance de rencontrer un autre partenaire porteur du même gène, on a une possibilité statistique de transmettre la maladie. Bon, le choix du conjoint. Également pour l'estime de soi. Est-ce que c'est bon de savoir notre pédigree génétique, surtout s'il s'agit de maladies d'apparition à long terme? Exemple, la maladie de Huntington qui apparaît dans la quarantaine avancée.
Est-ce que c'est bon de savoir qu'en l'absence de traitement, le symptôme va se développer peu à peu? C'est une maladie donc neurologique dégénérative et en chaise roulante qu'on va se retrouver et ensuite ça va être le décès. Est-ce que c'est bon de savoir ceci? L'impact sur le sens de l'existence. Également, le droit de savoir et de ne pas savoir. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à savoir son pedigree génétique dans la famille? Parce qu'il y a une possibilité qu'on leur laisse donc la paix s'ils ne veulent pas le savoir. Excepté, il serait peut-être bon de le savoir si quelqu'un souhaite avoir des enfants et qu'il est à risque de transmettre ses gènes. Alors, ce sont des problèmes assez délicats. La conférencière précédente a parlé du risque de dérive, d'eugénisme, un eugénisme ici, cette fois-ci, privé. Entendons-nous bien. Est-ce que, intentionnellement parlant, vous seriez intéressé à amener à l'existence un enfant gravement handicapé ou gravement, sévèrement atteint? Je pense que la question ne se pose même pas. Mais dans quel type de maladie est susceptible d'une interruption de grossesse, puisqu'on a la possibilité de diagnostic prénatal, par exemple? Est-ce qu'un bec de lièvre suffit? Parlons pas de la sélection du sexe, on veut un garçon, et puis on va interrompre la grossesse pour une femme, une fille une personne de sexe féminin, future personne en tout cas. Donc, c'est déjà un problème, le critère du normal et du non normal, qu'est-ce qui va justifier? Bref, mes 10 minutes d'antenne sont à peu près terminées. Je dirais en conclusion que pour gérer tout ceci, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des normes et c'est le rôle de l'éthique que de faire ces normes pour gérer ces risques et utiliser ces outils au bien de la société et non pas à ses détriments. Je vous remercie. Merci beaucoup. On voit que les questions ne manquent pas. Je donne la parole à monsieur le professeur Étienne Balibar de Nanterre. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Je n'ai pas besoin, je ne sais pas quel est celui qui marche. On va donner celui-là. Ouais. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je voudrais d'abord vous remercier. Je suis très heureux, très honoré d'être pour la première fois de ma vie à Québec, et plus généralement d'ailleurs au Québec et au Canada. Et je vous avoue que je vais repartir demain matin tôt, après ces 2 journées de colloques organisées ici par Madame Parizeau et ses collaborateurs, absolument comblé. J'ai appris énormément de choses tout à fait passionnantes et j'ai eu le sentiment de me trouver dans un milieu intellectuel où on combinait à la fois le plus grand sérieux, la plus grande exigence intellectuelle et morale, et aussi le sens de l'humour. Moi, je ne suis pas un spécialiste des problèmes de bioéthique, et a fortiori, je ne suis pas un spécialiste des problèmes de bioéthique en relation avec les questions de génétique théorique et appliquée qui viennent d'être évoquées. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse énormément, je pense que ça ne peut pas ne pas intéresser et le citoyen et le philosophe, mais évidemment, je n'ai pas la prétention d'en parler en spécialiste. La raison pour laquelle on m'a demandé de participer à ce colloque, si je comprends bien, et ça m'a à la fois fait plaisir et paru au fond naturel, et dans le titre même de cette conférence, de cette réunion, c'est parce qu'il s'agissait de croiser la question des techniques de dépistage génétique et des cartographies avec la question des discriminations, et que la question des discriminations entretient elle-même un rapport absolument intime, je dirais, avec l'histoire, le présent et peut-être même malheureusement l'avenir de ce grave problème de société, ce problème à la fois moral et politique que nous appelons le racisme. Bon. Or, il se trouve que j'ai travaillé un peu sur cette question et que je continue d'y travailler. Lorsque, en 1988, j'avais publié à l'issue d'un séminaire commun avec mon collègue américain des États-Unis, Immanuel Wallerstein, un livre qui
porte le titre Race, Nation, Classe, nous nous étions interrogés en particulier, et à l'époque la question était encore relativement nouvelle, sur la possibilité de nommer et bien entendu d'essayer de définir ce que nous appelions à l'époque le néo-racisme. Un néo-racisme. Bon. C'était lié à toutes sortes de problèmes de société, dont le principal en Europe occidentale en tout cas, mais aussi aux États-Unis, était le problème de la discrimination et de la stigmatisation dont étaient victimes en particulier les populations de travailleurs immigrés. Et ça posait au fond le problème de savoir si, alors même que le discours de la race et le racisme biologique étaient largement disqualifiés, en tout cas dans le langage officiel, bien entendu. Bon. Et a fortiori chez les savants, on n'avait pas vu surgir en quelque sorte à la place, reprenant certaines de ses fonctions, visant pour une part les mêmes cibles, les mêmes victimes, en particulier les populations origines des anciens empires coloniaux européens, mais pour une part aussi transformant avec des contenus et des pratiques différentes. Un néo-racisme, donc un nouveau racisme qui ne parlerait plus le langage de la race. Donc on a été amené à appeler de façon un petit peu paradoxale et volontairement provocatrice un racisme sans race, ce qui voulait dire en réalité que les fonctions, autrefois les fonctions de ségrégation et à la limite de violence bien entendu, autrefois remplies par le langage du racisme biologique, s'était trouvé déplacé et remplacé par un autre langage qui fondamentalement était celui de la culture, c'est-à-dire celui de la différence culturelle, avec les adaptations nécessaires. On ne disait plus il y a des races inférieures, mais on disait il y a des cultures civilisées, il y a des cultures qui sont propre au développement démocratique, au développement économique, fondamentalement toujours la même, bien sûr, la culture occidentale dominante, et puis il y a des cultures qui sont au fond, j'allais dire congénitalement, en tout cas historiquement, retardataires de ce point de vue, qui sont plus profondément religieuses, etc. Bon. Et puis fondamentalement aussi, c'était l'idée qu'on a vu ensuite proliférer finalement dans des ouvrages que maintenant tout le monde connaît et qui remplissent une fonction politique dont peut-être mon voisin souhaitera dire un mot, enfin je ne veux pas le pousser, il sait lui-même ce qu'il veut faire, mais comme l'ouvrage de Huntington intitulé le choc des civilisations, qui a donné une sorte de version systématique et très agressive, il faut bien le dire, à l'idée que les cultures sont radicalement hétérogènes, incompatibles les unes avec les autres, et que par conséquent le mieux qui puisse exister entre elles au fond c'est la paix armée, c'est la paix armée, mais elles ne peuvent pas communiquer. Bon. Et je m'étais posé à la fin du chapitre que j'avais consacré à cette question, en m'appuyant sur certaines indications très fugitives, très rapides du philosophe et historien français Michel Foucault, dont on a beaucoup parlé au cours de ce colloque, évidemment, et qui a introduit les notions de biopouvoir et de biopolitique qui aujourd'hui sont d'un très grand usage. Donc je m'étais posé fugitivement la question de savoir si au fond ce néo-racisme culturel ou culturaliste était le dernier mot de l'histoire. Et de façon un tout petit peu risquée, à mes propres yeux, j'avais dit c'est probablement pas le dernier mot de l'histoire, parce que après le néo-racisme, il pourrait y avoir un post-racisme. Et le post-racisme, je ne m'attribue pas des vertus de prophète, mais enfin je crois que je disais déjà, en m'appuyant en particulier sur certains travaux pionniers de Robert Castel, qui évoquaient justement le type de situation dont vient de parler Albert Mélenchon, c'est-à-dire les discriminations à l'embauche, à l'assurance, en fonction des connaissances qu'on peut acquérir sur les prévisions qu'on peut faire quand on connaît en partie au moins le patrimoine génétique d'un individu. Donc je disais, il n'est pas absolument impossible que finalement la biologie revienne en force.
que la biologie revienne en force. Et il ne faut pas s'imaginer que le passage du racisme traditionnel biologique à un néo-racisme culturaliste, c'est la fin de l'interférence, disons, entre le problème du racisme et la science biologique, ou les utilisations idéologiques, les interprétations idéologiques de la science biologique. Eh bien, effectivement, nous y sommes, quoi. Et alors moi, naturellement, j'ai tout à apprendre. Bon. Alors dans ma contribution, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je préfère dire 2 mots avant de m'arrêter de 2 questions qui, au cours de la discussion, m'ont particulièrement intéressé et sont apparues à la fois essentielles et philosophiquement, je dirais, même politiquement peut-être, et difficiles. Bon. Dans ma contribution, j'ai essayé un peu abstraitement, je le reconnais, peut-être trop abstraitement, de définir quelques-unes des notions abstraites, des notions générales, au moyen desquelles, ces derniers temps, les anthropologues, les philosophes, les historiens ont essayé de penser ces mutations du racisme. Bon. Donc quelque chose comme des constantes. Bon. Notre collègue Micheline Labelle, qui fait un exposé parallèle du point de vue sociologique, rappelait une classification qui me paraît tout à fait juste et fondamentale des degrés du racisme. On pourrait dire, je cite ça de mémoire, elle disait ça commence par la stigmatisation. Il y a des individus ou des populations ou des groupes qui sont stigmatisés. Bon, ça va de l'insulte au stéréotype. Bon, quelquefois on croit que c'est de l'humour. Beaucoup à dire là-dessus. Bon. Et puis ensuite, ça passe à la discrimination. Alors évidemment, la discrimination, ça c'est un comportement pratique, c'est-à-dire que des gens, en fait, socialement, sont mis à part ou se voient interdire, au fond, des activités sociales essentielles. Et puis ça se termine par la violence, naturellement. Et la violence culmine dans l'élimination. Je ne dis pas nécessairement l'extermination, mais l'élimination. Il y a un certain nombre qui, de toute façon, est un processus extrêmement violent. Et au fond, moi, ce que j'essayais de décrire un peu plus abstraitement, c'était les catégories, on peut dire à la limite philosophiques, qui sont mises en œuvre soit dans le registre biologique, soit dans le registre culturel et politique. Chaque fois que justement on parcourt cette espèce de chemin vers la violence, disons, qui est essentiel au racisme. Donc j'ai parlé de la différence, de l'utilisation et de la notion de différence. J'ai parlé de l'altérité, l'autre perçu comme un ennemi et surtout comme un ennemi intérieur menaçant dont il faut se débarrasser. Et puis finalement j'ai parlé de l'exclusion et je me suis intéressé en particulier aux modalités assez différentes selon lesquelles historiquement des groupes ou des populations se trouvent exclus, c'est-à-dire, j'emploie volontairement cette expression très, très forte, très, très violente, en quelque sorte marquée par avance pour désigner, si vous voulez, pour la mise à l'écart et à la limite pour l'élimination ou l'extermination. Et ce que je disais en m'appuyant sur Hannah Arendt d'un côté et sur Foucault de l'autre, c'est que ça peut se passer à des niveaux très différents. Et d'un côté, évidemment, il y a des pratiques d'État. Il y a des formes d'exclusion qui renvoient à l'État. Par exemple, les Juifs en Allemagne nazie, pour ne parler que de cela, mais il y a beaucoup d'autres exemples, ont été privés de leur citoyenneté, de leur nationalité, par une législation d'État, ce qui en a fait, en quelque sorte par avance, ces hommes superflus qu'ensuite on a éliminés dans les camps de concentration. Mais Michel Foucault, lui, s'est intéressé à un autre type de procédure d'exclusion qui ne relève pas de l'État, même si l'État y est toujours présent, qui relève des institutions médicales, des institutions scolaires, de ce qu'il appelle d'une façon générale les institutions disciplinaires, donc qui est dans le tissu même de la société et qui place ainsi à l'écart, pour les stigmatiser et le cas échéant pour les éliminer, tous ceux qu'on peut appeler les anormaux, les déviants. Bon. Ça recouvre toutes sortes de choses, évidemment, il y a toutes sortes de déviances. Il y a une déviance criminelle, il y a une déviance politique, il y a une déviance morale. On voit bien par toutes sortes de débats de société absolument fondamentaux aujourd'hui que c'est une lutte permanente, au fond, qui se joue là. Par exemple, quand les homosexuels cessent d'être considérés comme des déviants, mais au
contraire se voient reconnaître le droit à une sexualité qui est la leur, ont franchi évidemment cette barrière. Bon, alors ça c'est ce qui est le plus proche d'une certaine façon des problèmes posés par l'eugénisme libéral auquel on s'est particulièrement intéressé dans ce colloque. Bon, je voudrais dire un tout petit mot rapide sur la question de l'eugénique. Pour moi, le terme d'eugénique ne doit pas être diabolisé. Ne doit pas être diabolisé. Bon, il y a sûrement des divergences entre nous sur ce point. La législation française qui nous a été rappelée au cours du colloque explique que précisément un certain nombre de techniques thérapeutiques et de moyens de la biologie moderne peuvent être utilisés à condition que ça ne soit pas dans une perspective eugénique. Et comme le rappelait Marie-Hélène Parisot tout à l'heure, ceci évidemment s'explique par les terribles effets des idéologies et des politiques eugéniques au cours du XXe siècle, pas seulement en Allemagne, en Scandinavie, aux États-Unis, bon, etc., etc. Bon, alors je n'ai pas la sottise et même l'indignité, je dirais, de méconnaître ceci. Mais je suis aussi préoccupé, peut-être un petit peu trop nietzschéen, comme dirait mon collègue Jean-Paul Thomas, s'il était à cette tribune, par le fait qu'il y a des résistances à l'idée d'eugénique ou des condamnations de l'idée d'eugénique qui se fondent non seulement sur un moralisme, mais je dirais même sur une espèce de sacralisation de la nature humaine, sur une idée au fond spiritualiste de la personne. Bon, alors ici nous avons tous le droit naturellement de débattre et nous ne sommes pas nécessairement sur les mêmes positions, qui de mon point de vue possède aussi, enfin est aussi susceptible d'être critiquée. Bon. Il y a deux types de questions, et je conclus là-dessus, qui me sont apparues à la fois difficiles et particulièrement passionnantes. D'une part, des questions portant sur la notion de communauté. On vient déjà d'y faire allusion. On a eu là aussi des contributions très intéressantes. Je serais tenté de penser que le problème est le suivant, et c'est un problème politique. Bon. À partir du moment où on commence à étudier le génome et à faire des cartographies, bien entendu, d'un côté, on continue de s'adresser aux individus, hein, c'est-à-dire ceux qui donnent un échantillon d'ADN, ce sont des individus. Ceux à qui on demande s'ils sont d'accord ou pas pour que ça soit utilisé de telle ou telle façon, ce sont des individus. Ceux dont la vie est susceptible d'être transformée par l'application d'une thérapeutique ou d'une prévention, ce sont des individus. Et ça, c'est un acquis fondamental des sociétés libérales dans lesquelles nous vivons. Bon. Mais d'un autre côté, il est apparu évidemment que l'objet qu'on cherche à isoler n'est pas un objet individuel, c'est une probabilité relative à une population. C'est une distribution de caractères héréditaires portés par des gènes qui est plus ou moins grande dans telle ou telle population. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc dans mon vocabulaire, je dirais que c'est quelque chose de transindividuel, si vous voulez. Bon. Alors il est apparu au cours de la discussion que ce qui était justement tout à fait frappant, c'est que plus on cherche à individualiser le sujet d'expérience et le cas échéant de responsabilité ou de consentement dans les sociétés qui sont les nôtres, en particulier parce que ce sont des sociétés libérales, plus on bute en fait sur le fait que les individus appartiennent à des populations, qu'ils appartiennent à des communautés. Madame Brunguer nous a expliqué ça très bien. Et un individu n'appartient jamais à une seule communauté. C'est très compliqué d'appartenir à des communautés. Bon. Alors, le problème vient de là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une notion scientifico-technique, qui est la notion de population. Bon. Et puis de l'autre, vous avez une notion, disons, politique, sociologique, vécue, de façon très forte, subjectivement, qui est la notion de communauté. Bon. Et ce qui nous est apparu, je crois que c'est tout à fait frappant, c'est qu'on peut avoir toutes les cas de figure. C'est-à-dire la communauté peut se sentir, ou l'individu en tant qu'il appartient à une communauté, peut se sentir agressé
à juste titre quelquefois, par la façon dont la population est construite ou dont il est rattaché à une population. Mais on a aussi le cas inverse, et on l'a eu dans le colloque. On a aussi la possibilité pour une communauté ou pour les individus qui se considèrent avant tout comme les représentants de telle ou telle communauté, par exemple africain, américain, de souhaiter en quelque sorte trouver dans la science la confirmation du fait que leur communauté est bien réelle, qu'elle a existé à travers toute l'histoire, qu'elle est séparée des autres, qu'elle ne va pas être détruite, etc. Donc il y a des communautés qui refusent de s'identifier à des populations, et il y a des communautés qui voudraient bien être considérées comme des populations dans le sens génétique du terme. Naturellement, il n'y a pas de solution simple à un problème de ce genre. Il y a un dilemme politique fondamental, ça veut dire qu'il y a tout un champ nouveau du débat démocratique, comme on l'a dit, qui est ouvert ici. Et enfin, très rapidement, si vous permettez, parce que je crois que j'ai déjà abusé, je voudrais dire un petit mot de la notion de la question du normal et du pathologique. Moi j'ai été l'élève, dans ma jeunesse, il y a très longtemps, d'un philosophe et médecin d'ailleurs, philosophe des sciences et de la médecine, qui était lui-même médecin, à qui beaucoup se sont référés au cours de ce colloque parce que son œuvre, incontestablement, est aujourd'hui encore, plus que jamais, peut-être une grande source d'inspiration sur toutes ces questions, bien que tout son travail se soit situé, en un sens, avant les bouleversements scientifiques dont nous avons parlé. Ce philosophe, médecin, etc., s'appelait Georges Canguilhem, il était professeur à Paris, et il a écrit un livre, le plus célèbre de ses livres, que vous trouvez partout, en livre de poche d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle « Le normal et le pathologique ». Bon. Alors, ce que disait Canguilhem, c'est que on essaie toujours de mesurer le normal, on essaie toujours d'objectiver le normal, de trouver des critères qui soient objectifs, de telle sorte que, et ça c'est une des grandes ambitions de la science, depuis le début, depuis le début du 19e siècle. Bon. Trouver des critères qui permettent de dire ça c'est normal, ça ne l'est pas, ça c'est pathologique, la différence se situe dans le passage du taux de sucre dans le sang de temps à temps, ou dans la présence de tel ou tel gène. Bon. Et la conséquence évidemment c'est qu'on soigne ce qui est anormal, et qu'on essaye de préserver ce qui est normal. Alors avec et Canguilhem disait à la limite c'est impossible. C'est impossible. Non seulement parce que la notion de normalité est une notion qualitative, une notion vécue, mais surtout parce que la différence entre le normal et le pathologique est relatif à un environnement, est relatif à des contacts, à des rapports humains, à d'autres. Bon. Et que, en réalité, ce qui est profondément caractéristique de la condition humaine, c'est pas le fait qu'il y ait d'un côté des gens normaux et de l'autre des gens qui soient anormaux ou malades ou pathologiques. C'est une espèce de double bind, c'est-à-dire c'est le fait que d'un côté on ne peut pas échapper à cette distinction. Nous savons tous très bien, il suffit d'être malade pour s'en rendre compte, et a fortiori si on est gravement handicapé, etc. Nous ne pouvons pas échapper à cette distinction, mais nous ne pouvons pas dire où elle passe. Nous ne pouvons pas couper la société, l'espèce humaine en deux. Et là, on retombe sur des questions qui ont une profonde affinité avec les questions du racisme, en disant d'un côté, à gauche, les normaux, à droite, les anormaux. Bon. Or, ce qui apparaît, me semble-t-il, dans ce dont nous avons parlé, c'est que d'un côté, les progrès scientifiques et médicaux contemporains, et personne ne s'en plaindra, je suis tout à fait d'accord avec Albert Mélenchon là-dessus, ces progrès médicaux ouvrent des possibilités nouvelles et considérables de lutter contre l'insupportable des situations pathologiques. Mais d'un autre côté, évidemment, ajoute ce que j'appellerais une formidable pression supplémentaire de normalité et de normalisation, en ajoutant de nouvelles caractéristiques à une espèce de modèle ou de stéréotype de l'homme normal. Et évidemment, ce qui est frappant, et là, Marie-Hélène Parisot le disait tout à l'heure en parlant de fantasme, c'est que non seulement il n'y a rien d'objectif, ni d'universellement acceptable dans le modèle de l'homme normal, etc., mais il peut même y avoir des caractéristiques, pour des raisons de civilisation, que beaucoup d'entre nous seraient prêts, et c'est mon
cas à certains égards, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les juger d'un point de vue moral, bon, à estimer, à la limite, excessive, déviante, etc. On nous a parlé de la façon dont une certaine offre, si vous voulez, de thérapie eugénique se fait maintenant au nom de l'idée de la jeunesse perpétuelle, du corps éternellement jeune, de la performance intellectuelle. C'est bon. Alors, j'ai été beaucoup trop long. Je conclurai là-dessus. Ce que je veux dire, c'est tout simplement la chose suivante, c'est que nous sommes plus que jamais dans une situation éthique où il importe de tenir compte de deux grands principes. Bon. Le premier, c'est que la demande n'est pas la même chose que le désir. C'est ce que savent les psychanalystes. Bon. Le désir est excessif, par définition. Le désir peut être le désir de l'hypernormalité, le désir peut être le désir de la déviance, peut être le désir de la pathologie, et ce qui est très frappant dans tous ces discours commerciaux, disons, d'eugénique libérale, c'est que on promet le bonheur, mais on ne se pose pas une seule minute la question de savoir de quelle déviance, de quels excès, de quel drame psychologique ou de quelle violence collective risque de se payer éventuellement l'imposition par le marché d'une normalité absolue et radicalement uniforme. Et la seconde, c'est qu'il n'y a pas de moyen de distinguer, en tout cas moi c'est ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas de moyen de distinguer par avance avec certitude absolue les bonnes utilisations des mauvaises utilisations, les effets thérapeutiques, des effets pervers qui sont indirectement pathologiques, ne serait-ce que sur le plan de la santé mentale ou de l'ordre social. Et par conséquent, alors même que un certain scientisme nous parle le langage des chiffres, le langage de la prévision, le langage du contrôle, le langage de la certitude, à la limite, et de l'accroissement de la certitude, nous sommes plus que jamais, pour ce qui concerne le sort de l'espèce humaine et la façon dont l'espèce humaine agit sur elle-même, les pouvoirs qu'elle a sur elle-même, nous sommes plus que jamais dans l'ère de l'incertitude, de l'incertitude radicale. Et naturellement, l'incertitude radicale appelle la responsabilité. Elle rend d'autant plus fondamentale la question de la responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur Balibar. Ça va? Bon, je donne donc la parole à Monsieur Sohail Kash, professeur associé à la faculté de philosophie, qui va maintenant, comme il est le dernier à parler, résoudre tous les problèmes. Voilà. Ah oui, pardon. Très bien. Bon, moi aussi je ne suis pas généticien, ça se voit d'ailleurs. C'est que mon intérêt pour les développements techniques et scientifiques en matière de ce qu'on a appelé la révolution biotechnique récente est un intérêt beaucoup plus philosophique et éthique. Et donc, et beaucoup plus sous l'influence de Marie-Hélène Parizeau qui est impliquée en matière d'éthique appliquée et de bioéthique et les discussions qu'on a eues ensemble, que je me suis amené petit à petit à réfléchir plus spécifiquement dans ce domaine et les problèmes énormes que ça soulève. Et c'est à ce titre qu'on a organisé ce colloque ensemble et j'ai beaucoup appris, même si j'ai quelques opinions ou quelques idées que j'aimerais évoquer ce soir et développer un peu avec vous. Au premier abord, ce
qui retient mon attention dans ce domaine. Je parle du domaine de la révolution biotechnique dont tout le monde parle parce qu'on en parlait moins il y a quelques années. On n'entend pas? Ça ne marche pas, ça? Bon. C'est-à-dire que ces dernières années, on entend parler plus de ça qu'avant. C'est une prétention scientifique ou à lire ou à écouter les gens qui travaillent dans ce domaine ou qui s'intéressent peut-être autour, beaucoup plus les vulgarisateurs de cette science biologique que les scientifiques eux-mêmes, ils sont plus modestes. Et c'est toujours le problème d'un certain scientisme qui promettent ou qui prétendent faire des miracles en la matière. Par exemple, je fais référence à un certain philosophe américain que vous connaissez, qui s'appelle Francis Fukuyama. Il n'est pas plus généticien que moi, à ce que je sache, mais j'ai suivi un peu ces fameuses thèses lorsqu'il a commis un bouquin sur la fin de l'histoire. Et maintenant, il vient de sortir un bouquin qui s'intitule La fin de l'homme, avec comme sous-titre Les conséquences de la révolution biotechnique. Et d'après ce que j'ai su, il est aussi sur le comité, il est conseiller auprès du président des États-Unis. Il est conseiller sur le comité du président concernant les problèmes de bioéthique. Donc, il s'implique dedans. Et ce qu'il développe, je vais résumer en gros parce qu'on n'est pas là pour faire un exposé sur ça, mais c'est juste, j'ai évoqué ça parce que ça reflète exactement ce que je suis en train de dire, que par exemple, il parle d'une révolution en matière de neurosciences et le développement, pas seulement au niveau génétique. Un de ces chapitres où il fait plus ou moins, il vante les bienfaits du Prozac. Pour donner un exemple, jusqu'où ça va cette affaire. Donc, ce qu'il voulait dire par là, en gros, je le cite, il dit que le Prozac, déjà de plus en plus, avec d'autres médicaments et des drogues, vont remplacer bientôt, ou ils sont en train de remplacer tout le bavardage freudien. C'est-à-dire, il remet en question l'efficacité de ce qu'on appelle la psychanalyse. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais ça soulève un problème beaucoup plus important que ça. C'est de dire, là on n'est plus ni dans les cellules souches, on est dans un domaine où un vulgarisateur de la science essaye de nous dire que la révolution biotechnologique ou la biologie en tant que telle est en train de chasser de plusieurs domaines, non seulement le domaine biologique lui-même, d'autres disciplines comme la psychanalyse. Ça veut dire plus concrètement pour ceux qui ne s'intéressent pas à ces choses-là, ça veut dire que on est en train d'élargir le contrôle du biologique sur des catégories d'ordre pas seulement physique, au sens terre à terre, mais au sens psychique, au sens mental, au sens quotient intellectuel. Je dirais même qu'il parle, lui, dans le même chapitre, pour dire qu'il va y avoir des comprimés, par exemple, pour développer la mémoire de quelqu'un ou de voir le sourire sur les lèvres de quelqu'un qui est malheureux, etc. Des comprimés à bonheur, quoi.
bref, c'est un peu exagéré, mais ce qu'il est en train de dire, si son discours tient, parce qu'il est tiré à des millions d'exemplaires, il est très écouté, et ça reflète une tendance, j'imagine, en Amérique du Nord, c'est que il y a de plus en plus une question qui se pose, c'est dans quelle mesure l'être humain, c'est la question à laquelle je veux arriver, dans quelle mesure l'être humain peut être catalogué et répertorié dans tous ses détails, et quelle est dans ce cas sa marge de liberté. Ça, c'est une question peut-être que les scientifiques ne se posent pas à eux-mêmes. Fukuyama prétend, par exemple, il reconnaît qu'il y avait un vieux débat en philosophie entre ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. Et ça, c'était une question philosophique beaucoup plus ancienne que la biologie. Un des philosophes, par exemple, qui l'a bien formulé, qui s'appelle John Locke, et j'en ai parlé dans le colloque, qui lui disait contre Descartes qu'il n'y a pas d'idée innée. Il y a ce qu'il appelait lui une tabula rasa, c'est-à-dire le nouveau-né, c'est comme un ordinateur avec un hard disk vierge. On peut mettre dedans tout ce qu'on veut. Et l'apprentissage est quelque chose d'important. Or que, et c'est là où le point de vue de Fukuyama, c'est tout à fait le contraire de ça, c'est de dire que tout est héréditaire. Et si on s'engage sur ces pistes et de dire que tout est héréditaire, non seulement le diabète ou les maladies ou les pathologies connues, mais le quotient intellectuel, le caractère, le tout. Et donc, on est en train de concevoir un homme moins humain, peut-être. Je ne sais pas. C'est comme lorsque John Locke avait formulé justement sa formule pour dire que il n'y a pas d'inné, c'est justement pour échapper à une théorie de l'âme, parce que anciennement, dans l'ancienne division entre âme et corps, c'est l'âme qui contenait tout le potentiel physique du corps, y compris l'intelligence et tout. Et donc, il est en train de développer quelque chose qui touche à une certaine définition de l'être humain, en généralisant pour dire que la science actuelle peut maîtriser tout avec sa révolution et le développement technologique, et c'est une question de temps. Et là, la question qui se pose, quelles sont les limites, dans ce cas, du savoir scientifique, et comment démêler ce qui est publicité par rapport à des recherches ou ce qui est effectif, et dans quelle mesure. Au moins, je sais, par exemple, moi, que depuis Aristote, en philosophie, qui avait essayé de fonder une science de la physique, une science des sciences qui s'appelait métaphysique, et lorsqu'il voulait traiter de l'agir humain, il disait que impossible de fonder une discipline pareille parce que d'habitude le domaine de la science c'est le nécessaire, alors que le domaine du politique et de l'action humaine c'est la liberté. Donc si l'être humain peut être aussi contrôlé et programmé de cette façon, ça pose des questions sur justement ce que c'est la nature humaine. C'est pour ça que j'évoque ici un autre philosophe allemand qui essaye de répondre à, pas directement à Fukuyama, mais qui travaille sur une autre piste justement pour défendre le point contraire, même si c'est contesté son œuvre. C'est Habermas dans son livre sur l'avenir de la nature humaine, où il essaye justement de ce qu'il appelle lui de remoraliser la nature humaine, justement en tant qu'Allemand, avec toute sa mémoire et sa peur d'un glissement vers ce que
l'eugénisme veut dire, ou ce que l'eugénisme a signifié dans l'expérience nazie. Donc il est beaucoup plus réticent comme point de départ pour ne pas tomber dans ça. Ça explique peut-être son souci, qui le précise d'ailleurs. Il dit que ce n'est pas une protestation d'ordre religieux contre le développement scientifique, loin de là, mais c'est une méfiance, une précaution éthique de voir où s'en va le progrès technique et scientifique et quel genre de problème ça peut soulever, surtout lorsqu'on parle de manipulation génétique ou de la possibilité non seulement de prévenir des maladies et on peut s'en débarrasser avant que l'enfant soit né, mais de choisir ce qu'on appelle l'eugénisme positif, c'est choisir la couleur des yeux ou le quotient d'intellectuel, c'est-à-dire faire des bébés sur commande. Et là, on n'est plus dans le domaine de la prévention, on est dans le domaine de fabriquer ou de ne pas fabriquer des surhommes, avec tous les problèmes que ça soulève sur le plan éthique, sur le plan philosophique. Donc, voilà un champ d'intérêt qui me rattache à ce domaine, et c'est ce qui explique ma participation à ce colloque, lié à ce que M. Balibar a dit à propos de notre point de vue, lié exactement à la discrimination. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse de très près, d'autant plus que j'ai essayé de travailler dans ce que j'appelle le rapport conceptuel entre la notion de race et la notion de culture. Je partage tout à fait l'idée qui a été développée sur ce qu'on appelle un racisme différentialiste qui est fondé non pas sur une supériorité de race, mais sur une supériorité de culture. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'est quelque chose de néo-racisme, de nouveau, parce que selon la lecture que je connais au moins de la pratique de l'Empire britannique avec ses colonies, déjà cette pratique était largement développée à gogo. Oui, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, nous en avons déjà parlé. Ce qui est l'acquis, je pense, le plus frappant, en effet, des discussions et des travaux d'historiens et d'anthropologues sur le racisme différentialiste ou le racisme culturel, c'est que non seulement il a accompagné tout du long l'histoire du racisme biologique, mais même d'une certaine façon, il l'a précédé et rendu possible. Donc, en fait, ce qu'on a appelé le néo-racisme, c'est une vraie émergence. Voilà, c'était un archéo-racisme. Oui, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai deux mots encore à ajouter, c'est que justement, soulever la question du racisme en liaison avec ce qu'on vit dans le monde moderne actuel, je dirais en deux mots que le racisme n'avait pas besoin ni de la biologie ni de la génétique moderne pour exister. C'est mon hypothèse dans ma lecture des rapports entre les peuples et les civilisations. Et c'est un sujet qui m'intéresse de près, surtout dans le contexte nord-américain, parce que, comme vous le savez, ce qui est spécifique dans le débat actuel en philosophie politique
nord-américaine, c'est un certain débat qui tourne autour de ce qu'on appelle le multiculturalisme. Je ne parle pas ici de la politique fédérale, je parle de quelques philosophes qui ont commis des bouquins autour de ce débat et qui reflètent ou posent un problème du rapport entre des communautés, comment ils peuvent, comme disait quelqu'un, gérer le malheur de vivre ensemble. Il y a une certaine définition de la politique. Alors, d'un côté, vous avez des communautariens qui considèrent, par exemple, comme Charles Taylor, que l'ancienne recette qui consistait à dire qu'on va traiter tous les individus d'une société donnée, appliquer sur ces individus la charte des droits de l'homme et de la personne, n'est plus valable dans la mesure où la société devient de plus en plus communautarienne, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une société individualisée comme dans les bouquins, si jamais on l'a été. Il y a des communautés qui réclament d'être traitées dans leur spécificité en tant que communauté. Donc, les considérer comme des individus, des sujets individus, sans le reste, ça ne résout pas le problème. Il donne l'exemple, par exemple, des Amérindiens, il donne l'exemple, etc. Donc, les exemples ne manquent pas. Et donc, ça, c'est pas spécifique seulement peut-être au Canada, aux États-Unis, ça peut aussi toucher tout le mouvement d'immigration qui est en train de changer les données démographiques de plusieurs pays européens qui sont plus ou moins confrontés à ce problème. Donc c'est ce genre de problème qui est lié à cette problématique du racisme, de discrimination sociale, de race et de culture. Donc c'est un débat très ramifié. Je me limite dans le temps à l'évoquer en tant que thème, quitte à pouvoir en développer plus dans le débat si ça vous intéresse. Merci. Merci beaucoup, Sohal. Vous voyez, on a soulevé une grande quantité de problèmes. C'est très difficile d'organiser une discussion autour de cette panoplie de questions toutes plus fondamentales les unes que les autres, aussi bien au plan éthique qu'au point de vue politique et le reste. Avant de vous passer la parole, de vous inviter à poser des questions aux 4 conférenciers, j'aimerais moi-même poser une question ou disons amorcer un questionnement. J'étais très frappé par la conclusion de M. Balibar, disant que nous sommes dans une ère d'incertitude radicale et qui nous fait donc appel à notre responsabilité. Ça me paraît une conclusion tout à fait importante. D'autre part, Marcel Mélenchon a conclu tout à l'heure en parlant de normes éthiques. Au fond, c'est évident que la question première qui nous vient, ce sont des questions d'ordre éthique, et il inclut celle que soulevait avec ses dimensions politiques, bien sûr, et M. Balibar et Sohal Kash. Et si je revenais à l'exposé initial qui était fait par Marie-Hélène Parizeau, je me demande, en somme, nous avons tous ces problèmes qui viennent du savoir scientifique, de l'évolution du savoir scientifique, de meilleure connaissance en particulier maintenant de la génétique. Donc ce savoir qui introduit, comme vous le rappeliez, une sorte de biopouvoir, comme disait Foucault, au point que le biopouvoir va chasser même la psychanalyse, comme disait Sohal Kash. Mais donc c'est le problème c'est l'éternel problème du savoir, du pouvoir qui découle du savoir, et des problèmes éthiques qui s'en suivent. Est-ce que vous avez, messieurs les conférenciers, il est plus facile de poser la question que d'y répondre, est-ce que vous avez des éléments de solution? C'est-à-dire que quand on écoute par exemple Marie-Hélène Parizeau, tous ces problèmes très concrets, très réels, M. Mélenchon aussi, etc., que faire face à cela sur le plan éthique?
Est-ce que vous pensez qu'il faut élaborer des normes éthiques, par exemple, ou est-ce qu'il faut plutôt, par exemple, souhaiter qu'il y ait une meilleure connaissance des problèmes, un éveil accru de la responsabilité au niveau de l'éducation, etc. Comment sortir de ces problèmes? C'est facile de poser la question, je veux dire. Comment élaborer des lignes d'éthique si c'est possible? M. Mélenchon a parlé de normes éthiques, mais je veux bien, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret face à des problèmes comme ceux que vous avez soulevés? Marie-Hélène. Oui. Je crois que votre question est particulièrement intéressante parce que dans le fond, pendant le colloque, on m'a posé exactement la même question. Sur le plan, je vais dire deux choses. La première chose, dans le fond, c'est que la question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut arrêter la science? Est-ce qu'il y a des critères éthiques? Est-ce qu'il y a des critères moraux ou politiques qui pourraient dire halte là, on ne développe pas certaines avenues scientifiques? La question donc philosophique, c'est y a-t-il une limite à la liberté de chercher de la connaissance? Ça, c'est la question, je dirais, de fond. L'autre problème, pour être plus près des régulations auxquelles vous avez fait allusion, c'est qu'on est même coincé au niveau des régulations. Dans le cas du projet HapMap, c'est un projet où on a fait extrêmement attention à toutes les règles d'éthique au niveau national, international, la règle du consentement, les formulaires de consentement, la consultation du public, toute l'éthique formelle de la recherche y a passé. C'est même considéré comme un projet, je dirais, phare de la génétique sur le plan éthique, parce que justement, il a respecté toutes les règles de l'éthique de la recherche qu'on a élaborées depuis une cinquantaine d'années. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on se retrouve avec une situation où, justement, les réponses à la limite de la recherche se posent très sérieusement. Et le problème qu'on a, c'est à évaluer les conséquences de ce type de recherche dans ce maillage entre la génétique et les discriminations sociales déjà existantes ou potentiellement qu'on va générer. Donc, en d'autres termes, je n'ai pas plus de réponses que vous, mais ce que je veux dire, c'est que même en utilisant les normes d'éthique, là je parle de la recherche en génétique, de l'éthique de la recherche depuis 50 ans, on a un problème parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas bien mesuré, on l'a senti, ce problème de discrimination raciale potentielle. Même le formulaire de consentement en parle, mais on dit on va consulter le public pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Écoutez, c'est pas très sérieux, ça. C'est pas prendre ses responsabilités morales quand on initie une recherche de cette envergure sur le plan national et international. Là, Oui, à propos des normes, je donne un exemple. J'ai été membre du groupe restreint qui avons fait les normes nationales canadiennes sur les cellules souches et l'utilisation des embryons humains à des fins de recherche ou à des fins thérapeutiques. Maintenant, le rapport est déposé, il est sur le web. Et personnellement, j'ai été confronté à une situation où est-ce qu'on peut arrêter l'avancée, en l'occurrence, d'un tel phénomène, c'est-à-dire utiliser des embryons humains dont la finalité dite naturelle est de faire un bébé, et par culture, en faire non pas un bébé, mais un médicament. Okay? C'est une question fondamentale. Quel est le statut moral de l'embryon humain? Est-ce qu'il a les mêmes droits que des personnes actuelles? Ou bien si on lui doit le respect en vertu de la proportionnalité de son développement, c'est-à-dire plus on avance, plus on doit le respecter parce que plus en plus il nous est un semblable. Donc, la difficulté que je dis je pour ne pas impliquer les autres membres du groupe, c'était les normes, la DCU, ne sont pas internationales. De même que nous assistons à la mondialisation de l'économie, la mondialisation de la culture et ci et ça,
on devrait assister à une mondialisation de normes, en l'occurrence ici à propos de l'utilisation des cellules souches. Qu'est-ce que ça signifie? Quatrième élément, la Grande-Bretagne dit oui, les États-Unis disent non, on ne s'implique pas au plan public, mais on laisse ça au privé, ce qui est une façon de se déresponsabiliser, non? Bon. Le Canada dit, bon, l'Australie, il y a une partie de l'Australie qui dit oui. Alors, il y a des pressions de l'économie, il y a des pressions des chercheurs. Le gouvernement dit, si on n'accepte pas un certain type de recherche sur les cellules souches embryonnaires, on va être déphasé dans la recherche occidentale. Bref, des normes d'éthique, M. de Coninck, c'est actuellement, à mon avis, c'est très difficile à faire. Et ce faisant, il y a lieu quand même d'orienter en encadrant et en accompagnant. Il y a quand même des endroits où on peut dire non. Parce qu'à mon avis, l'éthique est majoritairement, pour ne pas dire uniquement historique, et ce qui est acceptable à un moment donné a pu ne pas être acceptable dans les temps antérieurs. Mais on est obligé de faire des normes, et ces normes-là impliquent non seulement le court terme, mais impliquent des générations à venir. Essayez, vous autres, de faire un retour en arrière sur l'acceptation occidentale de la fécondation in vitro. On pensait que c'était une clé pour résoudre les problèmes de la fertilité féminine, et maintenant, on se rend compte que c'est un passe-partout dont on fait maintenant utilisation d'embryons pour des fins autres que reproductives. Donc, une fois qu'une décision est prise, elle a comme caractéristique en général, à des points aussi majeurs que ça, d'engager les générations futures, d'où la responsabilité d'accompagnement qu'on a. Et parfois, c'est mon cas, qu'on se sent terriblement petit et impuissant, mais on essaie de faire son possible. Si on ne le fait pas, les autres vont le faire à notre place, puis en général, ils vont le faire mieux qu'on pourrait le faire. Ou moins bien, après tout. Ouais. Monsieur Baliba. Oui, je vous remercie. Merci d'avoir relevé le sens de la formule par laquelle je termine mon exposé. Pour animer un peu la discussion, non pas du tout pour rechercher la polémique, mais pour que les enjeux ressortent, je suis tenté de répondre du tac au tac à la question que posait Marie-Hélène Parizeau il y a un instant, et dont je sais très bien qu'elle la pose elle-même dans l'intention de pousser le problème à l'extrême. Est-ce qu'on peut arrêter la science? Est-ce qu'on peut dire halte là? Bon. Alors non. Bon. Je dois répondre d'un mot. Bon. Je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Je crois que les enjeux éthico-politiques, les enjeux de société, les enjeux moraux, dont il ne faut jamais oublier qu'au bout du compte, évidemment, ils touchent des individus eux-mêmes vivants, pensants, souffrants. Bon. Ces enjeux sont trop importants, je dirais, pour qu'on puisse se contenter, je sais bien que ce n'est pas du tout le fond de la position de Marie-Hélène Parizeau, d'une attitude de peur et de négation. Bon. Et d'ailleurs, la première raison que je suis tenté d'invoquer à l'appui de cette réponse, c'est que je crois qu'on entrerait et qu'on entre de cette façon dans un engrenage très dangereux que je crois avoir constaté moi-même dans des conversations avec des collègues et des amis biologistes, expérimentateurs, pas dans le domaine de la génétique, mais ça n'a pas d'importance, bon, qui est une sorte je dirais pas de surenchère, mais de contre-offensive, si vous voulez, bon, au nom de la liberté de la recherche, bien entendu, bon, au nom de l'incertitude justement des conséquences, et qui aboutit finalement à voir, ou qui à la limite tendrait à voir dans les comités d'éthique, c'est de ça qu'il s'agit, une espèce d'obstacle
de frein. Les gens qui ont peur, les gens qui sont imbibés de vieilles idées morales, les gens qui, sous une forme plus ou moins sécularisée, en tiennent pour une conception de la personne humaine venue d'une longue tradition spiritualiste, comme je disais tout à l'heure, etc., et qui ne veulent pas qu'on touche à un certain nombre de choses. Alors ils s'empressent de poser des interdits. Bon. Et il n'y a rien qui ne soit plus, au fond, insupportable, et à mon avis à juste titre, à un chercheur scientifique honnête, etc., que l'idée qu'au nom d'impératifs moraux ou même politiques et a fortiori religieux, etc., on va lui dire non, non, vous n'avez pas le droit d'aller par là, c'est dangereux ou c'est pas bien. Bon. Donc, en fait, et je lui dira bien entendu ce qu'il en pense, mais tout le monde dira ce qu'il en pense, mais je suis sûr que la position de Marie-Hélène est plus dialectique que cela. Le problème, c'est pas non, je ne veux pas parler à votre place, mais c'est pas d'arrêter la science, mais comme on vient de le dire, effectivement, de la réguler. Et c'est dans ce, c'est-à-dire en particulier, en effet, et là je prends apparemment le contre-pied de ce que je viens de dire, de faire en sorte que si le point de vue des savants est pleinement entendu et si leur liberté est pleinement reconnue, ils ne soient pas pour autant, bien entendu, les seuls maîtres avec leurs propres idéologies, leurs propres illusions, des finalités, des moyens et a fortiori des utilisations de la recherche scientifique. Mais quand on dit les utilisations de la recherche scientifique, on se rend compte tout de suite que ce n'est pas les savants qui sont les maîtres des utilisations de la recherche scientifique. Et au cours du colloque de 2 jours que nous venons d'avoir eu, il a été abondamment question justement de ce rapport de force à beaucoup d'égards disproportionné. Là encore, il ne s'agit pas de diaboliser, mais il s'agit de poser des questions de contrôle démocratique et d'intérêt collectif. Il a été beaucoup question, évidemment, de la surpuissance, je dirais, de certains groupes capitalistes, pharmaceutiques ou autres, qui sont les commanditaires de certaines recherches, ou qui en sont qui pèsent de tout leur poids sur leur orientation. Bon, donc pour me résumer, je dirais qu'il y a du savoir. Ça, il faut jamais le négliger. Et la loi du savoir, c'est d'une certaine façon de transgresser toute limite, c'est de ne pas connaître de limite. Donc on ne peut pas dire halte là au savoir. Bon. Mais il n'y a pas de savoir qui soit intrinsèquement bon. Ça, c'est une grande illusion que les Lumières avaient entretenue à certains égards et dont il a fallu revenir. Et surtout, il n'y a pas de savoir qui soit pur. Il n'y a pas de savoir qui soit pur, parce que le développement même du savoir, le travail de la science, les laboratoires, etc., se fait dans une interaction constante avec d'autres puissances que celles du savoir, qui sont politiques, qui sont économiques ou qui sont idéologiques. Donc au bout du compte, et je crois qu'on l'a dit, et c'est ce que vient de dire Mélenchon à sa façon aussi en parlant de normes internationales, parce que tout ça se déroule maintenant à l'échelle internationale, le problème qui se pose est un problème qui se pose aux citoyens. Donc c'est un problème de démocratie, et c'est aussi le problème de donner corps progressivement à cette sphère publique et internationale, qui n'est pas un super-État, qui n'est pas, etc., mais qui est quand même le lieu dans lequel des citoyens de tous les pays, représentés soit par des associations, soit par leurs États, soit par des juristes, soit par nous, tous qui sommes là, bon, peuvent discuter publiquement, en effet, je crois, des finalités de la recherche, c'est-à-dire des orientations qui sont les plus souhaitables et de la nature exacte des risques qui sont encourus. Mais c'est ça que j'appelle la responsabilité, d'une certaine façon. Je crois que la responsabilité est une fonction politique, au bout du compte. C'est ce que j'aimerais dire. Il faut qu'elle soit informée, il faut qu'elle s'étaye sur une réflexion morale, personne ne le conteste, mais au bout du compte, c'est une fonction politique, c'est la fonction qu'exercent les citoyens que nous sommes par rapport aux différentes puissances bénéfiques et maléfiques
dont dépend leur existence collective. En passant le micro à Marie-Hélène pour lui permettre de répondre, je dirais que j'en profite pour dire halte à la science et halte à la technoscience, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. On pourrait soutenir que non, le savoir tant qu'on peut, mais la technoscience, est-ce que c'est pas plutôt ça là le problème? Enfin, aujourd'hui, ils ne sont guère séparés. Bon, alors j'irai un peu dans votre sens, là, c'est évident. On peut plus séparer la science de la technique, mais la question c'est, y a-t-il véritablement aujourd'hui une liberté de la recherche? Et donc, y a-t-il véritablement une liberté chez les chercheurs de chercher ce qu'ils veulent? Et je crois que c'est ça le problème fondamental, c'est qu'actuellement, il y a de moins en moins de liberté de recherche. Pourquoi? Parce qu'il y a des orientations au niveau de la recherche qui sont déterminées à deux niveaux, par ceux qui les financent. Et ceux qui les financent, c'est deux groupes dans la société, c'est les intérêts privés, les entreprises privées, et les gouvernements. Or là, ce qu'on peut voir, en tout cas pour le Canada, c'est absolument évident. Je l'ai documenté dans un article qui est très très clair. C'est l'arrimage des subventions de recherche pour les chercheurs, quels que soient les secteurs, la santé, le génie, peu importe, sur les intérêts des entreprises privées. Et là, moi, je suis vraiment scandalisée parce que je trouve qu'il y a eu un abandon du politique à une logique libérale où on a pensé que le bien public, ça devenait le bien des entreprises privées. Et donc d'un capitalisme libéral, néolibéral actuellement, ce qui fait que les chercheurs, quand vous regardez les programmes de subvention fédérales ou provinciales, sont obligés de se situer à l'intérieur de thématiques qui ont été déterminées par le gouvernement, mais quand on cherche un peu plus loin, ces thématiques-là sont les priorités de certaines entreprises, qu'elles soient pharmaceutiques, que ce soit des boîtes d'ingénieurs, etc., peu importe, des entreprises souvent internationales, qui déterminent les champs de la recherche que nous, Québécois ou Canadiens, devrions faire. Et moi, j'irais même plus loin dans certains secteurs, dont la génomique, et ça, avec le projet de cartographie du génome humain, on a bien vu que le projet Human Genome Project était un projet, bien sûr, international. C'est la même chose pour AppMap, mais qui était profondément financé et dirigé par les Américains, qui ont finalement donné à chacun certains morceaux où il était question que tel pays fasse la recherche sur ceci, tel pays fasse la recherche sur cela, etc. Alors, moi, je dis, aujourd'hui, il y a de moins en moins de liberté de la recherche et du chercheur, et je crois que les scientifiques doivent ici s'exprimer et retrouver leur droit à la recherche. Et donc, à ce moment-là, on pourra effectivement poser le problème autrement. Mais pour l'instant, je crois que si on débat réellement de cette question de la limite de la liberté de recherche, il faut aller en amont et vraiment se dire qui détermine les orientations de la recherche. Et là, le citoyen, il a manifestement son mot à dire parce que le politique, quant à moi, a démissionné au profit des intérêts privés. Il fallait que ça soit dit. Très bien, Marie-Hélène, merci. Monsieur Mélenchon va dire un mot ensuite sur la conclusion. Oui, à propos de la liberté de la recherche, je suis d'accord avec ma collègue de droite, mais la recherche peut avoir ses limites et c'est celle que lui donne la société. Et à ce moment-là, la société ne peut pas se défiler quand il s'agit d'enjeux qui impliquent l'ensemble de la collectivité humaine et, comme je disais tout à l'heure, des générations futures. C'est exact que le public ou les subventions publiques sont, je dirais, presque dépassées par les subventions privées des entreprises et qui, pour une bonne part, dictent l'orientation de la recherche. Cependant, ce qui est souhaitable, c'est que le droit de regard qu'a les subventions, par exemple d'ordre public ou gouvernemental, d'État, un droit de regard sur ce qui se passe dans les laboratoires et le reste, il devrait y avoir la même chose dans des entreprises privées, des comités d'éthique, par exemple, qui sont non pas à la solde ou un timbre-poste pour l'orientation de la recherche de ces compagnies-là, mais quand même qui font
un travail qui se fait à peu près semblablement à celui qui se fait dans les publics. Je sais que c'est une utopie, mais je le dis quand même. Merci. Merci, Soal. Alors, allez, vous avez le micro. Ouais, ça y est. Par rapport à la question du rapport savoir, pouvoir, éthique, à partir de la question qui a été soulevée par Marie-Hélène, je me réfère à mon professeur dans le temps, Jean-François Lyotard, qui décrivait dans un de ses bouquins sur la condition postmoderne, qu'est-ce qui distingue la relation de la technique et de la science dans une société postmoderne, et quelle est la différence avec une société comme au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on tombait encore sur un chercheur isolé qui est à la découverte scientifique, etc. Du genre, on a plusieurs phénomènes de ce genre. Ce qui est nouveau pour déterminer, on est tous en train de parler d'une révolution biotechnique, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé, même dans le rapport entre technique et science. C'est-à-dire, Lyotard va même jusqu'à dire que c'est beaucoup plus la technique maintenant qui détermine la science que l'inverse. Dans la mesure où les entreprises, ou dans un monde fondé sur la performance et d'aller toujours en avant en matière de découverte, pas pour la découverte en soi, mais pour une finalité fondée sur le profit et pour être compétitif entre des grandes entreprises. Et c'est elles qui ont les moyens de recruter les meilleurs chercheurs collectivement, je dirais. C'est-à-dire, déjà, on sait comment ça se sélectionne à MIT ou dans les grandes universités américaines. Les brillants sont visés a priori avant qu'ils terminent là. C'est comme les joueurs de hockey ici, avec des contrats et tout. Et comme on disait tout à l'heure que les champs de recherche sont déterminés à l'avance. La question qui se pose ici, qui détermine quoi et qui a le droit de savoir quoi? C'est ça la question. Pour poser la question de la liberté de la recherche, ça devient une chimère dans ce cas. Si on est d'accord pour dire que c'est les grandes compagnies, il donne un exemple, Lyotard, il dit que le fardeau de la preuve d'une vérité scientifique, c'est devenu une chose technique actuellement. C'est-à-dire, celui qui fait une nouvelle invention dans un domaine, et pour le breveter, il va faire la preuve que ça c'est efficace. Pour faire la preuve que c'est efficace, il faut avoir les moyens techniques qui vont avec. Donc celui qui a les moyens techniques les plus développés pour donner la preuve que son médicament ou sa chose est plus valable que notre, il a raison. Donc celui qui est plus riche a plus de raison. On retombe dans ce cycle. C'est le même problème qui se posait avec le brevetage à un moment donné. La position américaine par rapport aux EGM disait, ou sa position officielle, ça s'est passé ici à Montréal, pour les produits organiquement, génétiquement modifiés, les Européens et les pays du tiers-monde demandaient que soit indiqué ou étiqueté sur le produit, le maïs ou peu importe, quel est son danger ou quels sont ses ingrédients. Les Américains disaient c'est pas à nous, c'est pas aux vendeurs de le faire, c'est à l'acheteur de faire la preuve que c'est nuisible. Je me mets par exemple dans la peau d'un pays comme Rwanda qui n'ont pas de quoi manger. Les Américains leur demandent dans ce cas d'avoir des laboratoires pour trouver ou pour prouver que le maïs qui vient des États-Unis est nuisible pour leur peuple. C'est aberrant.
Dans un autre domaine, la même question qui se pose. Qui a le droit de savoir quoi? Si on sort du cadre, par exemple, de la génétique. Si je prends, par exemple, l'application de la biologie au niveau des armes, là, ça a un sacré problème. Qui a le droit de savoir dans ce cas? Le même libéral ici qui défend la liberté absolue de la recherche, n'est-ce pas? Et pourquoi il la refuse à un pays comme... c'est pas pour défendre que la Corée ou l'Irak, on n'est pas là pour ça. Mais pourquoi les autres n'ont pas le droit? Là, on rejoint le problème de la perception de l'autre. On va nous dire que l'autre n'a pas la responsabilité morale, ou on va dire c'est un État voyou, etc. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Le problème n'est pas purement scientifique. Voilà, je pense qu'il est temps de donner la parole à l'auditoire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qu'ils aimeraient formuler auprès de l'un ou l'autre conférencier, ou tous? Oui? Il y a un micro là-bas, si vous voulez. Moi, c'est pas tellement une question, c'est une affirmation. Je voudrais faire part de la manière dont j'ai intégré beaucoup des concepts qui ont été discutés. Je trouve ça terriblement important. Et je voudrais ramener ça à ma vie personnelle, à mon expérience personnelle. Pour savoir ce que c'est qu'un Canadien, puis le distinguer d'un non-Canadien, il faut savoir ce que c'est que le Canada et le distinguer du non-Canada. Ça me semble évident. On ne peut pas savoir ce que c'est qu'un Canadien ou une Canadienne si on ne sait pas ce que c'est que le Canada puis le distinguer du non-Canada. Ça fait que d'une certaine façon, lorsque je me suis envenu ici ce soir, d'une certaine façon, j'ai lu la conférence dans le soleil. Puis, pour savoir, d'une certaine façon, ce que c'est qu'un philosophe, je dois avoir une définition de ce que c'est que la philosophie. Puis, à un certain moment donné, je me disais souvent, la philosophie, souvent, parce qu'on entend ça parler, il y a beaucoup de choses qu'on entend de l'extérieur. La philosophie, dans le temps, je disais ça, je voyais ça, on entendait ça souvent dire, la philosophie, c'est du pelletage de nuages. C'est des pelleteux de nuages. Ça fait que d'une certaine façon, je disais ça, mais d'une certaine façon, on parlait d'ouverture, d'une certaine façon. Puis je me disais une chose à partir de mon expérience personnelle. Au cours des années, j'ai eu beaucoup de la difficulté à arriver à me déboucher les oreilles et être capable d'être un petit peu plus réceptif. Puis je me disais, comment je pourrais dire ça? À partir du moment où que ma philosophie personnelle, si je crois que la philosophie, c'est du pelletage de nuages, c'est difficile pour moi d'arriver à changer mon idée, dans le sens que si j'ai une définition de la philosophie comme étant du pelletage de nuages, je vais avoir une définition d'un philosophe comme étant un pelleteux de nuages. À partir de ce moment-là, si d'une certaine façon, des gens, à un certain moment donné, commencent à parler, que là je suis en présence de gens qui font un métier de philosophie, puis que ces personnes-là me font une affirmation du genre, ben tu sais mon cher ami, hier, j'ai pelleté. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, en entendant le mot de cette personne-là, hier, j'ai pelleté, à ce moment-là, je me dis, la personne peut avoir, je viens de le classer. À partir de ce moment-là, la personne, juste en entendant son affirmation, hier, j'ai pelleté, la personne peut faire référence au fait qu'hier, elle a pelleté sa cour parce qu'il y avait beaucoup de neige. Il y avait beaucoup de neige dans sa cour, ça fait qu'elle a pelleté sa cour. Ça fait que, mais moi, lorsque j'entends ça, j'entends uniquement ce que je veux entendre, dans le sens que j'entends, hier, cette personne-là, elle a pelleté. Puis là, je complète ce qu'elle a voulu dire, j'élimine l'autre partie qu'elle n'a pas eu le temps de me dire, en disant uniquement, hier, elle a pelleté. Je le savais qu'elle avait pelleté des nuages auprès de ses étudiants.
Puis à partir de ce moment-là, si je ne prends pas conscience de ça, je m'en vais à l'extérieur, puis là, je n'ai pas changé mon idée d'une certaine façon. Je suis resté avec mon idée que la philosophie, c'était du pelletage de nuages. Une des raisons pour lesquelles je dis ça, c'est que je trouve que lorsqu'à partir du moment où que je m'en tiens pas uniquement au mot philosophe, mais à un certain moment donné, je me permets d'écouter, je réalise que beaucoup de gens qui fassent un métier de science pure ou de science molle, ou qui aille aussi les deux, la science pure puis la science molle, les options gagnantes ou les options perdantes, je me rends compte à quel point chaque personne peut avoir à m'apporter, puis qui est nécessaire, que je peux tellement elle peut tellement m'apporter. Puis c'est un peu pour ça. Ça fait que je parlais de ma façon, c'est que moi-même, je trouve que lorsque je me permets d'écouter, je retire beaucoup des gens, quelle que soit la catégorie auquel... en tout cas, c'était ça que j'avais à dire. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que quelqu'un aurait une question, s'il vous plaît? Bonsoir. Il y a eu une intervention de monsieur à droite sur la morale, qu'on devait peut-être, un Allemand a dit qu'il faudrait peut-être moraliser la science pour qu'elle soit plus adaptable, acceptable ou en tout cas vivable pour les gens. Le savoir, effectivement, est-ce qu'on peut arrêter le savoir? Je pense que c'est difficile. J'ai déjà lu quelque part que les lois ne permettent pas les choses. Les lois arrivent devant la conséquence que ça se fait déjà. Alors autant le légaliser pour que ça se fasse en sécurité. C'est ce qu'on a dit, entre autres, face à l'avortement. Dans tous les pays, l'avortement, où on le légalise ou non, de toute façon, il se fait. Alors, je ne sais pas si on a le pouvoir, avec des lois, d'arrêter la science, la technologie. Maintenant que les gens ont certains savoirs, je pense qu'ils vont s'en servir effectivement pour diverses fins. Si on moralise tout ça, on peut espérer que, les fins ne seront pas trop catastrophiques. Nous avons un physicien ici au Québec, Pierre Morancy, qui disait l'autre fois dans une conférence, vous savez qu'avec la physique, on explique beaucoup de choses, et maintenant, les scientifiques ont dit que d'ici peu de temps, ils vont prouver scientifiquement que Dieu existe. Parce que l'harmonie planétaire, l'arrangement planétaire ne peut pas être un hasard. Ils vont bientôt appeler ça Dieu. L'arrangement des planètes est bon, et ça va mettre fin à beaucoup de discussions. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que la biologie, que le matériel, que le bon qui existe. Il y a un arrangement de présence ou en tout cas une énergie autre qui fait que ça joue à d'autres niveaux. Monsieur a parlé tantôt de l'âme et du corps, ça a fait longtemps un débat. Moi, on m'a dit qu'ici, quand les Blancs sont arrivés en Amérique, que les Amérindiens n'avaient ni prison, ni asile, ni hospice. Ils géraient leurs problèmes par le système de valeurs. Ils disaient qu'une société qui n'a pas de système de valeurs, tu peux faire ce que tu veux quand tu sais comment le faire. Si tu as un système de valeurs, tu ne le fais pas pour d'autres raisons. Alors moi, j'en arrive à la conclusion qu'espérons qu'on prouvera que Dieu existe pour qu'on rehausse ce système de valeurs et la morale, parce que je ne vois vraiment pas comment on peut empêcher le progrès de continuer. Merci. Est-ce qu'il y avait une question? Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose à ce sujet? Vous voulez dire quelque chose? Parce que jusqu'à présent, on a eu des déclarations. Madame et Messieurs, je vous remercie encore. Il me fait plaisir de vous rencontrer ce soir ici. Je m'appelle Farhan Elmi. J'étais un originaire de la Somalie. Je suis un citoyen canadien neutralisé, comme on dit ici. J'ai beaucoup de questions. Naturalisé ou neutralisé? Oui. En fait, je ne parle pas ma langue maternelle, mais j'essaye, je vous imite. Essaye en fait pour vous faire comprendre ce que j'ai à dire. Je suis aussi un artiste. J'ai écrit beaucoup aussi de la poésie. D'ailleurs, j'ai présenté le mercredi passé, il y a exactement une semaine d'aujourd'hui, quelques chansons que j'ai parlé. En fait, la nature m'impressionne beaucoup aussi. Il y a des versions que j'ai déjà parlé, ce qu'on parle ce soir. Par exemple, le génome humain ou
comment dirais-je les manipulations humaines ou les forces des bouffoirs. Il y avait beaucoup de beaux ici que j'ai écoulé sur ces raisons-là. Mais il y a une chose qui m'a touché beaucoup ce soir, c'est que on n'est pas des pouvoirs pour arrêter ou en fait arrêter le développement de la science, qu'il soit dans la biologie ou dans des autres domaines. En fait, il y a fait une petite citation d'une de mes poésies que j'ai parlé vraiment ça avant que même je vous ai rencontré. Je disais, c'était une chanson qui s'appelait La fille de Lion. Dans cette chanson-là, je prends un petit extrait. Oui, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de questions encore. Mais le sujet est, les jeux restent plus difficiles que jamais. On déplace des soldats comme des bions, qu'on essaye de créer un nouveau humain. Mettons, on a parlé de création d'un nouveau humain, mettons, utilisation d'empruntants humains pour, comment dirais-je là, en fait, produire un nouveau humain au labo. Et de faire une explosion qui coûte la vie des innocents qu'on ne se prend jamais comme des lions. En fait, j'ai fini ces citations-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, en fait, en venant ensemble comme une organisation des Nations Unies, de faire une sorte de réglementation au niveau des pouvoirs, partage en fait au niveau des pouvoirs, au niveau des connaissances, au niveau des règlements du développement de la science.